Bienvenue dans Les Parallèles, le premier podcast amateur dédié aux pratiques artistiques amateurs, où on parle de danse principalement, mais aussi de théâtre, de musique et pourquoi pas de cirque. Toujours en amateur. Ce que l'on vous propose au travers des parallèles, ce sont des questionnements, des débats pour découvrir différentes visions et mieux réfléchir à ce que sont les pratiques amateurs et ainsi tenter d'en comprendre les enjeux. Pour ça, nous allons à votre rencontre, pratiquants et pratiquantes amateurs et professionnels, structures artistiques et publiques. Toutes celles et ceux qui créent des lieux d'échange, de convivialité, de partage et de poésie. Les parallèles, c'est aussi une boîte à outils. On vous répertorie les événements, les scènes, mais aussi les workshops et les appels à projets. On essaie de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez rejoindre un projet et pourquoi pas créer le vôtre. Le podcast est développé par la compagnie de danse contemporaine amateur PPCC, Pas à Pas, Corps à Corps, et soutenu par la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs. Il est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer un rendez-vous. Vous pouvez aussi bien évidemment nous laisser un mot doux et 5 étoiles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour nous faire part de vos retours et poser toutes vos questions. Nous sommes Sandra, Éléonore, Justine, Marie-Camille et Clémentine. Être amateur, c'est avant tout être passionné. C'est qu'on aime danser, on aime ce qu'on fait, on a envie de le partager. On a envie que ça prenne une place importante de notre vie, même si c'est pas notre métier. C'était clair et efficace. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier épisode d'une série de portraits, un nouveau format dans lequel on vous propose de découvrir des compagnies amateurs. Ces compagnies se livreront sur leur parcours, leur travail et ce que c'est d'être une compagnie amateur. Cet épisode sera animé par Sandra et moi-même, Éléonore. Ah oui, avant de commencer, on vous informe que cet épisode a été enregistré en partie par visio. Alors, on s'excuse d'avance pour les petits bugs. Bonne écoute! Pour ce tout premier portrait de compagnie, nous sommes ravis d'accueillir Cora, composée de 5 danseuses et chorégraphes, Hélène, Dounia, Clara, Margot et Myriam. Cora est une compagnie amateur de danse contemporaine née il y a un petit peu plus d'1 an. Elle a déjà plusieurs créations à son actif, dont des créations vidéo. Bonjour et bienvenue à toutes. Est-ce que vous pourriez d'abord remonter à l'origine du projet et nous raconter l'histoire de Cora ? Cora, c'est né d'une amitié entre nous 5. On était toutes les 5 dans la même compagnie étudiante de danse et ça a commencé surtout par un projet vidéo qu'on a monté toutes les 5 un peu comme ça. Enfin, on s'est chauffé et on a trouvé une musique, on a commencé à chorégraphier un peu dans les halls de nos salles de répète. Enfin, de façon tout à fait informelle. Et on a demandé à un pote de nous filmer et ça a commencé comme ça par une vidéo sur Galfaï au parc André Citroën et on a eu des super retours et donc on s'est dit que c'était vraiment une collaboration qui avait super bien marché. Et puis peu à peu, la fin de nos études arrivant, on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'arrêter de danser ensemble sous prétexte qu'on était bientôt plus étudiantes. Et donc c'est comme ça qu'est venu petit à petit le projet de monter une asso et d'essayer de perdurer un peu ce qu'on avait entamé dans cette compagnie étudiante et d'en faire un projet en soi pour la suite et de continuer à danser ensemble. Très bien. Et pourquoi vous avez décidé d'appeler votre compagnie Cora ? En fait, on cherchait un nom un peu original, assez simple à retenir. Et en fait, la définition de Cora nous a beaucoup parlé. En grec ancien, ça veut dire une place. C'est un espace, en fait. Et en métaphysique, selon Platon, c'est une matrice porteuse de toute la matière. Donc ça correspondait bien à notre vision de la danse, c'est-à-dire un espace où on peut expérimenter des choses avec notre corps, où rien n'est défini à l'avance, où c'est une recherche perpétuelle. Super, et de quelle façon cette signification de Cora dont tu viens de parler vous inspire dans vos créations ? En fait, même un des thèmes qu'on explore le plus, c'est quand même cette notion de co-construction du mouvement et de la danse dans un espace donné. On aime vraiment réfléchir à comment occuper l'espace, quelles règles de chorégraphie on se donne. Donc ça rejoint complètement la définition de Cora et c'est vrai que c'est un des thèmes qui structure toutes les pistes de travail qu'on aborde. Après, quand on crée des pièces plus spécifiques, on a des thèmes plus précis ou plus thématiques aussi. On l'a évoqué un peu plus haut, la vidéo est un média important pour vous.
Mais quelle place occupe-t-elle dans votre travail? Est-ce un choix artistique ou une nécessité au regard du contexte sanitaire? Alors la vidéo, en fait, je pense qu'on était déjà toutes très sensibles à ce médium avant le confinement. Pour nous, c'est plus un objet de travail, un objet d'art à part entière qui est complètement complémentaire, voire indépendant de notre travail de danse. C'est un moyen de partager différemment notre travail, mais aussi de garder une trace de la danse qui est par définition très éphémère. C'est aussi un outil de travail parce que c'est comme ça qu'on garde nos chorégraphies, qu'on peut retravailler, qu'on se crée une sorte de petit répertoire. Donc on l'utilise pour la mémoire, en répétition. Comme le disait Hélène au tout début en présentant la compagnie, on a commencé à danser ensemble en faisant une vidéo, toutes les 5. Donc en fait, c'est même un peu parti de là. Donc je pense que c'était quelque chose qu'on avait déjà. Et ça a un peu commencé à... Enfin, c'est un petit peu devenu notre façon de travailler parce qu'au tout début, Dounia était en Italie quand on a créé la compagnie. Puis là, aujourd'hui, Hélène est partie à Nantes et elle était déjà l'année dernière. Et on avait vraiment envie de se dire, c'est pas parce qu'on n'est pas toutes géographiquement au même endroit, au même moment qu'on doit sortir de la compagnie. Et c'était un des moyens de pouvoir le mener à bien. Et juste parce qu'on aimait danser ensemble, de trouver d'autres moyens de s'inclure. Et par rapport à l'univers artistique de chacune, est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? Je peux commencer si vous voulez. Du coup, en fait, moi personnellement, j'ai eu une formation en gymnastique, donc pas du tout de la danse, et je suis vraiment arrivée dans le monde de la danse assez tardivement, il y a 3-4 ans maintenant, et en commençant plutôt avec du contact improvisation. Puis en fait, après cette expérience-là, je suis rentrée à hardcore un petit peu parce que j'avais été assez chamboulée, disons, par ce rapport au corps qui était assez nouveau pour moi, qui n'était pas dans un rapport de contrainte et de performance comme j'avais pu l'avoir à la gymnastique. Et donc, j'ai vraiment constitué un peu mon univers de danse à hardcore avec des personnes qui avaient des univers très différents. Puis il y a aussi plein de choses de mes inspirations personnelles, que ce soit au niveau de ce que j'écoute comme musique, ce que je regarde. Je trouve que ça m'a vachement permis de mettre un peu en réseau un ensemble d'inspirations artistiques que j'avais dans plein dans plein de composantes de ma vie que j'ai un petit peu réussi à réunir dans la danse. Donc je trouve que c'est assez sympa. Mais je dirais que oui, c'est un univers qui est très proche de la danse contemporaine, mais en même temps qui se nourrit de plein d'autres choses. Alors avant de poursuivre, je vais revenir sur ce que tu as dit, Myriam. Tu as parlé d'hardcore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Oui. Du coup, hardcore, en fait, c'est une association étudiante à Sciences Po, qui est une association de danse, qui a vocation à ce que les étudiants qui le souhaitent puissent organiser des projets de danse à Sciences Po, donc participer à des compétitions étudiantes ou développer tout simplement des projets autres. Et c'est vraiment là où on s'est rencontrés, dans les salles de danse d'hardcore, toutes les 5. Et donc voilà ce que c'est qu'hardcore. Du coup, moi c'est Margot, je suis avec Myriam présentement, donc je prends la suite. Moi je fais la danse depuis que je sais marcher et j'ai commencé par la danse moderne jazz, un peu comme tous les enfants, je pense, et très vite je suis allée vers le contemporain. C'est vraiment ce que je pense être ma danse, en tout cas celle dans laquelle je me retrouve le plus. J'ai fait de la danse classique pendant quelques années quand j'ai commencé à passer des concours parce que j'en avais besoin techniquement, mais c'est vraiment pas mon amour de la danse, quoi. Je pense que Dounia parlera avec beaucoup plus de passion de la danse classique. Et je me suis vraiment beaucoup trouvée dans le contemporain, dans l'improvisation, dans la liberté que ça donne. C'est toujours été un moyen de s'exprimer un peu plus facilement. Je pense que j'ai une danse assez physique, entre guillemets, un peu acrobatique. J'aime bien. En tout cas, je trouve que c'est pas parce qu'on fait la danse contemporaine que ça doit parfois être de l'économie de mouvement, même si c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup faire. On aime bien explorer tout ça, quand ça bouge beaucoup, quand ça bouge moins. Et c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'habite pas mal. Du coup, j'enchaîne. Dounia. Donc, comme l'a dit Margot, moi j'ai commencé la danse classique à 5 ans. J'ai une formation au conservatoire régional de Paris, donc j'étais en danse-études pendant toute ma scolarité. Et le contemporain, j'en faisais une fois par semaine au titre de la formation, mais c'est venu plus tard
prendre plus de place, notamment à partir de mes études supérieures. Et le contemporain, pour moi, c'est devenu un univers où tout est possible et où on peut chercher vraiment une infinité de chemins, tout en gardant l'exigence de trouver le mouvement le plus juste et le plus pertinent possible, sans se perdre justement dans cette infinité de chemins possibles. Et je définirais ma danse comme un truc tordu, un peu bizarre. Enfin, j'essaye toujours de trouver voilà, ce qui est peut-être le moins attendu, enfin, de sortir de ce qui serait le plus naturel pour moi, avec plus ou moins de réussite à chaque fois. Alors moi, du coup, c'est Hélène. J'ai commencé la danse petite aussi, mais j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai un peu tenté plein de choses. Au début, je faisais du modern jazz. Après, au lycée, je me suis un peu retrouvée dans le street dance parce que je trouvais ça un peu sympa. Je regardais un peu tous les films, genre Step Up et tout. Et après, je me suis un peu Enfin, en fait, hardcore et le fait d'avoir rencontré les filles aussi m'a fait pas mal découvrir le contemporain. Et je trouve que c'est une danse dans laquelle on peut un peu tout mêler. Et du coup, mon parcours en street dance, hip-hop se retrouvait bien finalement dans le contemporain parce qu'on y fait un peu ce qu'on veut. Et cette liberté, elle était super importante, je pense, pour nous toutes, mais pour moi aussi, venant d'un parcours pas forcément très académique en danse contemporaine. Et c'était important pour moi de trouver un espace où justement on pouvait explorer plein de choses et du coup y insérer un peu des petites touches hip-hop de par les mouvements, la musique. Enfin voilà, c'était un peu on s'y retrouve toutes et du coup moi je me retrouve aussi pas mal là-dedans. Et enfin, moi c'est Clara. Du coup moi j'ai commencé la danse aussi assez tôt quand j'étais jeune. J'ai fait un cursus conservatoire dans ma ville d'origine à Besançon, donc en cursus classique contemporain, voilà, le classique normal. Et puis l'univers, c'est une bonne question. Je pense que moi j'ai été très tôt influencée et ça m'a tout de suite intéressée de raconter un peu des histoires et de... Enfin, c'est assez paradoxal parce que j'ai jamais été très à l'aise avec le théâtre et les choses très théâtralisées. Mais en même temps, le côté narratif de la danse, c'est de transmettre des émotions et d'aller chercher à traduire des univers, de la vie quotidienne, des choses plus ou moins fortes. C'est pas forcément dramatique. Ça m'a toujours intéressée. Donc, je pense que c'est un peu ce qui a caractérisé, en tout cas, mon univers au début. Et puis, plus récemment, à travers Hardcore, avec aussi les différents cours que je prends à droite à gauche, j'ai quand même développé d'autres sensibilités. Je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, ce qui n'était pas du tout gagné au début. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un peu challengeant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une panoplie beaucoup plus large qu'à une époque. Mais voilà. Et sinon, je pense que quelque chose qui caractérise beaucoup mon rapport à la danse, c'est surtout le goût de la création. Vraiment en tant que telle et pas seulement de danser. Et d'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure, Cora, on a la chance de réussir à co-créer à 5. Et c'est vrai que moi, autant j'aime danser, j'aime les émotions que ça me procure, etc. Mais en fait, la dimension de la création, c'est quelque chose qui m'apporte personnellement beaucoup d'épanouissement et qui, je pense, collectivement, nous apporte tous beaucoup. Donc, on pousse pas assez. Voilà. Eh bien, merci pour ces présentations. J'aimerais maintenant revenir sur vos créations. Vous avez gagné 2 premiers prix régionaux grâce au dispositif du Crous Danse avec ton Crous, dont vous avez gagné l'édition 2019 puis l'édition 2020. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce contexte de création ? On était donc toutes à Hardcore. Dunia était en Italie, mais elle était aussi à Hardcore. On travaillait avec d'autres danseuses sur une pièce chorégraphique au sein de l'association. Et c'est Hélène qui a débarqué avec son projet en disant, vous savez, il y a un concours de danse auquel on pourrait participer. Et on était super emballés avec Clara et Myriam. Donc on l'a commencé à 4. Et on l'a vraiment fait. Elle nous en a parlé un mois avant la deadline. Donc 3 semaines. On a fait... c'était vraiment une création de couloir, quoi. On a dansé dans des salles de cours, on a vraiment créé ça. Bon, un peu à l'arrache, j'exagère. Mais c'était juste que ça nous tenait vraiment beaucoup à cœur et on n'avait pas encore réfléchi à toutes les infrastructures que ça allait devoir demander. Donc on a vraiment fait...
au fil comme on pouvait. Donc cette première création, elle s'appelait Quatuor à corps. C'est avec celle-ci qu'on a gagné l'édition du Crous 2019, qui travaillait vraiment sur la relation entre le corps et la musique. Au début, on était chacune un peu un instrument, on travaillait en harmonie, on dissonnait. Ensuite, on a exploré un petit peu le silence avec la musique que dégageaient les corps. Et enfin, sur une musique un peu plus différente qui était faite par une amie qu'on a en commun qui s'appelle Inès, Arabic Flavor Music, si elle nous écoute sur ce podcast, qui avait fait qui fait des super musiques, qui est une très très bonne beatmaker. Et ça, on avait vraiment eu envie d'explorer cet univers sur du contemporain qui n'est pas du tout notre univers musical pour danser. Donc, c'était vraiment un challenge sur plein de plans. Et ça s'est bien passé puisqu'on a on a gagné le premier prix régional. On est allé faire la finale à Poitiers. Alors, petite anecdote, moi, j'ai fait mes premières années de licence à Sciences Po à Poitiers. Donc, c'est la première fois que je revenais là-bas après 3 ans avec les filles pour danser. Donc, c'était très chargé en émotions. Et c'était vraiment c'était super. On était finaliste avec 6 autres ou 7 autres compagnies où vraiment on a vu des univers incroyable, enfin, les filles pourront rebondir dessus, c'était super bonne ambiance, tout le monde était très émerveillé par chacun, enfin, c'était vraiment, on s'est dit, waouh, j'ai goûté la danse en professionnel pendant une journée. Il y avait un atelier assez fou. Il y avait un atelier où on s'est tous rencontrés, enfin bref, c'était super, et ce qui était assez fou, c'était que pour participer à ce concours, à cette finale, il a fallu envoyer un dossier et il fallait qu'on ait un nom de compagnie. Mais on n'avait pas de nom de compagnie, on n'avait pas de compagnie. Donc vraiment, je crois qu'on l'a fait la veille au soir. On s'est dit comment on s'appelle. Et bon, c'était pas Cora. Mais donc c'est parti de là. Et ensuite, quand on a créé Cora, que Dounia est venue nous rejoindre, et on s'est dit, bah, ça nous a bien plu d'explorer ça. Et du coup, on est parti de ça pour un contrepoint sur les relations entre le corps et la musique. Très bien, et hormis l'accompagnement du Crous, est-ce que vous êtes soutenu par d'autres structures, qu'elles soient privées ou publiques? Je pense par exemple à la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs. Mais du coup, on est accompagné effectivement par la MP2A Brousset dans le 14e, qui nous permet d'avoir accès à une salle de répétition toutes les semaines. Donc ça, c'est vachement chouette. Je pense qu'il y a même quelques semaines, on a eu parfois même 2 répètes, donc c'était un volet assez important au niveau de ça. Et on a aussi profité pendant notre dernière année étudiante de la MIE, la Maison des initiatives étudiantes, où on pouvait avoir des créneaux gratuitement. Il suffisait seulement d'appeler les premières pour bloquer des créneaux. Et donc ça, on l'a fait pendant notre dernière année de master. Et je crois que c'est tout. Alors, avant de conclure, est-ce que vous auriez des recommandations pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure d'une compagnie amateur? Des recommandations très pratico-pratiques, mais aussi artistiques ou plus générales? Je dirais principalement 2 recommandations. La première, c'est d'abord de bien s'entourer des bonnes personnes, parce que je pense qu'on n'arrive à rien si on n'a pas envie de faire les choses avec les personnes qui les font avec nous. Donc il faut s'entourer de gens qui croient au projet comme on y croit, qui ont à peu près la même idée de ce que ça doit donner et qui laissent à la fois la liberté d'avancer tout en ayant les mêmes exigences. Et je pense qu'avec ces gens-là, une fois qu'on s'est entouré, il faut fixer un cadre initial très clair, quitte à le faire évoluer, quitte à le faire bouger. Enfin, il ne faut pas rester figé dans un cadre, mais je pense que si on est trop dans le flou au début, c'est compliqué de se motiver et c'est compliqué de surtout concrétiser des choses, parce qu'on a beau avoir plein de rêves, parfois c'est difficile quand on est amateur parce qu'il n'y a pas de contraintes particulières, c'est pas comme ça qu'on gagne notre vie. Mais voilà, s'il y a un cadre, s'il y a des objectifs qui sont fixés avec des gens qu'on est content de retrouver le samedi matin ou le soir à 20h, même quand il pleut en décembre, je pense que c'est gagné. C'est beau ce que tu dis. Et peut-être un autre élément, c'est que en fait, se lancer dans un projet amateur, c'est avant tout faire de la place dans son quotidien à quelque chose qu'on aime, à une pratique artistique qui nous tient à cœur, sans pour autant chercher à en faire son métier. Et c'est pas pour autant que la pratique amateur en sera, comment dire, de moindre qualité. Au contraire, je pense qu'il s'agit vraiment pas de niveau ou de formation plus ou moins poussée. Enfin, c'est vraiment se donner le temps, l'énergie, les moyens d'en faire un vrai projet à part entière. Et comme tu l'as dit, Dounia, de s'entourer des bonnes personnes. Et ça suffit. Et si je peux juste rajouter un petit truc, on parle beaucoup
du fait du coup d'opposer l'amateurisme au professionnalisme. Bon, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. On connaît tous dans notre entourage des gens qui sont pros et qui estiment le travail qu'on fait, et nous on estime le travail qu'ils font, qu'ils soient professionnels ou qu'on soit amateur. Enfin, la distinction, elle vient parfois beaucoup des autres, de si on nous octroie des subventions, si on nous laisse des salles, si on nous laisse prendre de la visibilité, si on trouve qu'on est légitime ou pas à faire une pièce chorégraphique. Mais pour autant, c'est sûr que je pense que il y a aussi des gens qui nous respectent et qui sont professionnels. Enfin, on n'est pas forcément deux mondes complètement séparés où il y en a qui seraient plus passionnés et d'autres moins. Enfin, je pense qu'on est tous très passionnés. Et que quand on veut se lancer, il faut quand même être courageux, je pense, parce qu'on n'a pas justement tous les diplômes, toutes les structures qui nous donnent un peu l'étiquette de on est légitime pour se dire qu'on fait de la danse et qu'on présente des pièces chorégraphiques. Ça demande un peu aussi du courage de croire en soi, et faut le faire, puisque si ça fonctionne et qu'il y a des gens qui nous suivent, mais aussi parce que si on aime ça, c'est le principe de l'amateurisme aussi. Voilà, je voulais juste dire que des fois, parfois, sur certaines scènes ouvertes, on a pu se trouver avec des professionnels, on pouvait se dire quand même, ils viennent de conservatoire, ils ont du bagage, quoi. Ils ont le droit d'être là et de faire un truc hyper stylé, c'est des vrais danseurs. Et je trouve ça dommage de mettre ce vrai ou ce faux danseur. Et parfois, c'est des biais qui viennent de nous, parce que les gens ne nous le font pas forcément sentir, mais faut y aller, quoi. Et pour finir, est-ce que vous pourriez donner une définition de l'amateurisme ? Vous avez déjà commencé à donner des petits éléments de définition, mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Je pense qu'on est toutes d'accord sur le fait qu'être amateur, c'est avant tout être passionné. C'est-à-dire que s'il y a une seule chose qui nous motive et qui nous fait aller en répétition, c'est qu'on aime danser, on aime ce qu'on fait, on a envie de le partager, on a envie que ça prenne une place importante dans notre vie, même si c'est pas notre métier. C'était clair et efficace. Rien à ajouter. Moi, je voulais juste faire un petit big up à des gens qui nous accompagnent bénévolement, en fait. Et je pense que ça a été important aussi dans notre entourage, que ce soit sur des soutiens de support vidéo, des gens qui nous filment, ou là, une mise à disposition quand même pendant une semaine d'une salle de danse 24 heures sur 24. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tous les cas, on a hâte de suivre l'évolution de la compagnie et on vous dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Si vous avez envie de découvrir le travail de cette jeune compagnie, vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, en tapant Compagnie Cora, CHORA. Et maintenant, place à notre rubrique On partage avec Justine et Marie-Camille. Moi personnellement, le partage, pour moi c'est le mot le mot culte. Oui. Partager. Tout. Nous sommes en décembre 2020 et même si l'art et la culture sont considérés comme non essentiels, que les pratiques artistiques de loisirs ne sont toujours pas autorisées en France, on vous partage des initiatives en confinement et les prochaines activités qui auront lieu dès la réouverture. On voulait vous parler de l'association Milcheck Project qui est née en 2014 d'une envie de soutenir la création et de renforcer les liens entre artistes, publics professionnels et amateurs en demande. L'association est partenaire du réseau Danse Gaga France, inventé par le chorégraphe Ohad Naharin en Israël, et propose des ateliers Gaga People, donc pour les amateurs, en visio, sur donation libre. Toutes les infos sont sur leur super site internet www.milcheckproject.com. L'association L'Air Ivre, dont on vous a parlé dans un épisode précédent, qui a été créée en 2006 par Aurélie Delarue, dans le but de développer une recherche artistique et pédagogique sur la relation entre le corps et l'esprit, propose une formation de 2 années qui s'appelle Danser l'espace. C'est une formation qui est axée donc sur l'éducation somatique, qui sera enrichie d'explorations joyeuses, de rencontres et d'intelligence collective. Aurélie et son équipe de professionnels mettent en valeur la rigueur, l'humour et l'enthousiasme tout au long de la formation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site internet danserlespace.com. Et enfin, on a rencontré en septembre une asso Chamé, Ascendance, un vrai vivier militant pour la diffusion et la création hip-hop. Durant notre rencontre, ils nous ont parlé particulièrement d'un appel à candidature pour leur soirée annuelle Histoire d'elle, qui réunit des danseurs et compagnies amateurs et professionnels sous le signe de la féminité. Cette soirée est en suspens du fait de la crise, évidemment. On ne manquera pas de vous prévenir dès qu'ils relanceront l'appel. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur leur page Facebook Ascendance Hip Hop et bien sûr sur tous nos réseaux des parallèles.
Notre épisode portrait autour de la compagnie Cora touche à sa fin. Il a été préparé par Éléonore, Sandra, Justine et Marie-Camille. Un grand merci à Julien Manusso à la technique qui nous suit depuis le début des Parallèles. On vous retrouve bientôt lors de notre prochain épisode. On vous embrasse et on vous dit à très vite. À bientôt. Salut.